Madame, Monsieur, bienvenue sur Afro Info D143, c'est l'émission critique actu de ce mercredi 11 octobre 2023. Nous allons revenir sur la situation sécuritaire dans la ville de Goma, de la province du Nord Kivu, où toutes les caméras sont braquées actuellement pour savoir l'évolution de la situation sécuritaire qui demeure très préoccupante dans les territoires de Rutshuru et de Masisi. Avant d'aller à l'intérieur de la province, nous restons dans la ville de Goma, chef-lieu de la province, où la situation sécuritaire est aussi préoccupante. Et il y a un cahier sécuritaire qui a été élaboré par une candidate députée nationale en ville de Goma, Madame Chantal Faïda. Vous allez la découvrir dans un instant. Restez avec nous. Il est là, mesdames et messieurs, Madame Chantal Faïda, candidate députée nationale, actrice politique de la société civile. Pour ceux qui ne connaissent pas Madame Chantal Faïda, d'abord bonjour. Bonjour Jospin, merci beaucoup pour l'honneur de l'invitation. Voilà, vous pouvez d'abord vous présenter pour ceux qui viennent de vous découvrir pour la première fois. Qui est Madame Chantal Faïda? Merci beaucoup, je suis candidate députée nationale dans le regroupement Code Coalition des démocrates et je viens du parti ADR, Alliance pour le développement et la République, parti cher à l'honorable Elvis Moutiro Abachara. Voilà, vous avez œuvré aussi autrefois dans des structures qui militent pour les droits de la femme, qui luttent contre des violences basées sur le genre. Est-ce qu'on peut dire que vous avez changé de casquette complètement? Oui, on a changé de casquette. Je suis fondatrice et ancienne coordonnatrice de UEMASBEL, une organisation de la société civile spécialisée dans les questions de leadership féminin, gouvernance et questions économiques. Alors aujourd'hui, vous avez établi un cahier sécuritaire comme dans votre coutume, on va le dire, depuis maintenant quelques années, qui revient sur tous les cas, on dirait, d'insécurité dans la ville de Goma. Aujourd'hui, quelle est la particularité si nous savons que la ville de Goma était, il y a quelques mois, la cible des menaces du M23? Est-ce que parmi les cas que vous avez pu enregistrer, il y en a qu'on peut en tout cas assimiler à une menace terroriste? Ouais, je dirais que pour ces mois de septembre 2023, nous avons noté environ 2 cas de kidnapping, 7 cas d'assassinat, plus de 10 cas de victimes d'accidents de circulation, 20 cas de maisons incendiées, 1 cas de suicide et plus de 10 cas d'autres formes d'insécurité. C'est-à-dire s'il faut comparer au mois passé, au mois d'août, il y a une régression en termes de criminalité dans la ville de Goma. Cependant, vous vous souviendrez qu'au mois d'août, il y a eu le carnage que nous avons tous déploré des membres de Wazalendo, la secte mystico-religieuse, oui, parce que là on a enregistré plus de 50 personnes décédées et donc c'était les mois les plus sombres de notre ville de Goma, jamais connus, et on a déploré cela. Toutefois, le mois de septembre a aussi enregistré d'autres cas d'insécurité. Nous faisons cela depuis près de 2 ans. Pourquoi? Parce que la ville de Goma, c'est la capitale de la province du Nord Kivu. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous sommes sous état de siège, c'est-à-dire que toutes les autorités militaires sont dans cette ville de Goma avant de pouvoir se déployer dans les territoires. Et comment on continue encore à enregistrer des formes de criminalité qui inquiètent la population, et plusieurs solutions sont proposées dans notre carnet sécuritaire, à l'instar de l'application de l'article 16 de la Constitution qui consacre la sacralité de la vie humaine. Les autorités doivent fournir des efforts. C'est l'article 16 qui les stipule que la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la protéger et de la sécuriser. Nous ne constatons pas cela sur terrain, parce qu'on enregistre presque chaque nuit un cas d'agression, un cas de vol, un cas de tuerie, un cas de cambriolage, et cela inquiète la population. Et même les sites des déplacés où on enregistre également des attaques. Il y a certaines compatriotes qui sont victimes de cambriolage tout en étant dans des sites de déplacés. Et là, on se demande, finalement, ils ont quitté leur résidence pour venir à Goma, pour venir dans des sites en attendant que la paix puisse revenir dans leur entité. Mais même dans les sites de déplacés, il y a aussi l'insécurité, où ils vont aller. Et la ville de Goma aussi, qui doit être les rayonnements, qui doit être les reflets de la force militaire, enregistre aussi d'autres formes de criminalité, et cela devient inquiétant. Donc nous lançons un appel aux autorités militaires, aux autorités civiles, aux autorités nationales et provinciales de pouvoir redoubler d'efforts pour ramener la sécurité dans la ville et également dans tous les territoires sous occupation. Alors, parmi les cas que vous avez pu
enregistrés. Je notais d'abord 7 cas d'assassinat. Est-ce que le phénomène 40 voleurs en est pour quelque chose? Bon, je dirais que le phénomène 40 voleurs, d'abord la police, parce que chaque fois que nous produisons ces rapports, nous rencontrons les autorités policières. La fois passée, quand nous les avons rencontrés, ils ont dit qu'il ne faut pas faire la promotion ou l'apologie de la criminalité parce que personne n'a jamais compté ces voleurs pour savoir s'ils sont 40. Mais c'est un phénomène qui existe. C'est la police elle-même qui présente ces jeunes sous cette casquette-là d'une bande des 40 voleurs. Oui, je dirais que cette forme de criminalité a baissé, hein, okay. Donc ça a sensiblement réduit, mais les cambriolages se poursuivent et on se demande qui arme ces cambrioleurs, qui arme ces voleurs, ces tueurs. Donc la circulation des armes n'est pas contrôlée dans la ville de Goma et on ne cesse de les dénoncer depuis plusieurs années. Il y a eu même opération de ramassage des armes dans cette ville, armes contre vélo, armes contre $100 et on a vu beaucoup d'armes être récupérées. Mais aujourd'hui, comment comprendre qu'il y a encore des civils ou des personnes non identifiées qui possèdent des armes? Cela devient inquiétant et on lance un appel, on ne cessera jamais de le dire. L'État a l'obligation de sécuriser la population. La population paye l'impôt pour que l'État fasse le travail de sécurité des personnes et de leurs biens. C'est ça. Voilà, hier, au nord de la ville de Goma, on a enregistré un cas d'échange de tirs entre des jeunes résistants Wazalendo et des éléments de la garde républicaine. Donc c'est clair qu'il y a des jeunes Wazalendo qui se promènent avec des armes en pleine ville de Goma. Si vous ne pensez pas que cela peut aussi causer de l'insécurité dans le chef de la province du Nord Kivu? Nous avons tous suivi le communiqué du porte-parole du gouvernement militaire qui a renseigné qu'il y a eu de provocation de la part des rebelles de 1-23 qui a suscité une réaction de la part des résistants. Toutefois, nous aimerions avoir un éclairage en tant que nation démocratique, nation organisée, pour savoir qui a la gestion de la guerre aujourd'hui dans les entités sous occupation, à savoir Nyiragongo, Rutshuru et Masisi, une partie de Nyiragongo bien évidemment. Donc l'armée se dédouane, en même temps l'armée tire sur les Wazalendo quand ils sont dans la ville de Goma, et puis l'armée recourt encore à leur service quand il faut attaquer les rebelles. Donc nous sommes dans la confusion totale, nous demandons un éclairage sur les phénomènes, si on peut l'appeler ainsi, Wazalendo. Ce sont des patriotes résistants. Sont-ils armés par les FARDC ou par eux-mêmes? D'où proviennent ces armes? Mais le travail qu'ils sont en train de faire, de récupérer certains villages, certaines entités, c'est un travail à saluer parce que depuis près de 2 ans, la population continue à être sous occupation et cela est inacceptable parce que la RDC doit être une et indivisible. Voilà, ce sont des compatriotes congolais, comme ils sont appelés des Wazalendo en ces mots swahiliphone qui veut dire patriote. Un Wazalendo, c'est un patriote. Mais la question que vous avez évoquée est très pertinente. Peut-être voir dans quelle mesure recadrer cette nomination même et ne pas voir ces jeunes sillonner dans la ville. Ils peuvent quand même être bien encadrés. Est-ce que vous avez aussi mené des plaidoyers dans le cadre d'orienter les actions des Wazalendo pour qu'ils puissent intervenir comme des vrais patriotes et qu'ils ne puissent pas s'adonner aux actes des violations des droits humains aussi, comme d'autres rebelles, parce qu'ils sont aussi des rebelles? En tant qu'actrice politique et digne patriote, nous ne pouvons que nous intéresser sur cette question. Cependant, il y a certaines questions qui sont très sensibles quand il s'agit de recours aux armes et munitions. Là, il faut se référer au pouvoir public, aux autorités militaires en province pour pouvoir avoir un éclairage. Parce que, ne vous en faites pas, d'autres groupes peuvent se faire passer pour des Wazalendo alors que ce sont des rebelles. C'est cela qu'on évite. Donc on aimerait pouvoir faire confiance à des groupes qui sont identifiés, et s'ils sont armés par nos FARDC, tant mieux. Mais s'ils sont armés par des sources non connues, cela devient inquiétant parce que les pays étrangers qui appuient les 1-23 peuvent aussi passer par ces mêmes Wazalendo. Donc l'heure est grave, nous appelons aux autorités civiles, militaires et civiles de pouvoir rapidement donner un éclairage, mais nous saluons le travail fait par ces dignes résistants qui est de récupérer certaines entités. En même temps, nous notons qu'il y a des pertes qui sont aussi en vies humaines qui sont enregistrées du côté des Wazalendo. Quand il y a guerre, il y a des dommages qui sont causés de part et d'autre. Et donc, s'ils sont vraiment de notre côté, c'est quelque chose à saluer et rapidement, ils doivent passer par les FARDC ou
être en coalition avec les FRDC. Aujourd'hui, nous constatons que les FRDC sont en train d'observer les cessez-le-feu. Et là, on est confus parce qu'on a besoin que tous ces territoires puissent également passer au vote. Nous approchons décembre et ces entités n'ont pas encore de carte d'enrôlement. Les candidats n'ont pas encore déposé leur dossier. Notre plaidoyer, c'est que tous les Congolais, partout où ils se retrouvent, puissent pouvoir exprimer leur choix, exprimer leur vote comme les autres, qu'il n'y ait pas de discrimination parce que la Constitution consacre l'article 11, l'égalité de tous citoyens devant la loi. Voilà, vous avez peut-être trouvé beaucoup d'opportunités d'aller vers les déplacés, des femmes, des jeunes filles, des enfants dans des camps autour de la ville de Goma. Il y a l'organisation Médecins sans frontières qui avait alerté le mois passé sur des cas de violences sexuelles et d'autres de violations graves, de violences basées sur le genre dans les camps de déplacés au nord de la ville de Goma et à l'ouest vers le camp de Boulengo. Vous, comme actrice politique aujourd'hui, quand vous avez documenté sur des cas d'insécurité dans la ville de Goma, est-ce que vous avez fait aussi allusion, est-ce que vous avez aussi considéré des cas qui se passent dans les agglomérations autour de la ville de Goma? Si nous savons aujourd'hui que Goma est en train d'accueillir plusieurs milliers de centaines de déplacés. Bon, aujourd'hui, le travail que nous faisons est un travail individuel, donc on ne peut pas aller au-delà des 18 quartiers de Goma. Cependant, nous apprenons que les sites des déplacés sont vraiment victimes de plusieurs formes d'agressions sexuelles et même de cambriolage, nous l'avons dit, mais nous n'avons pas les statistiques fiables à ce jour de nombre de victimes d'agressions sexuelles et même de cambriolage. Mais nous déplorons cela et nous nous fions aux statistiques des ONG nationales et internationales pour pouvoir dénoncer et appeler à une sécurité. Nous avons même suivi un communiqué du président des déplacés qui a demandé une permutation de forces de police dans les sites de Lac-Vert, de Boulengo. C'est-à-dire que les policiers qui sont commis à la sécurité de ces sites sont indexés par les déplacés. On a besoin d'une permutation pour pouvoir avoir une nouvelle unité qui va se consacrer véritablement à leur sécurité. La question d'agression sexuelle, c'est une question qui inquiète parce que les filles et les femmes déplacées vont à la quête du bois, des chauffe, et au retour, elles sont exposées à plusieurs formes d'agression sexuelle. Et on a recommandé aux hommes et aux garçons de pouvoir accompagner leur sœur, leur épouse, leur mère lors de cette activité pour ne pas être exposées parce qu'elles ne partent pas seules, elles ont un peu une compagnie qui pourrait peut-être les préserver, les protéger. Mais comme la vie est très dure, si tout le monde fait la même activité, qui va ramener à manger? Donc c'est cela, on demande depuis plusieurs mois que la paix puisse revenir dans ces entités parce que la vie humaine ne peut pas se passer dans un site de déplacés. Le site de déplacés était un abri, était un endroit provisoire. On ne peut pas faire plus d'une année, c'est inacceptable, inhumain, intolérable. Ces enfants qui sont en train de passer la 3e année scolaire sans accès à l'éducation. Affirmatif. Il y a certaines écoles de fortune qui sont situées dans les camps de déplacés et même Wema a organisé des remises de fournitures scolaires en début de cette année 2023-2024, mais les besoins étaient immenses. Les besoins sont immenses. Il y a beaucoup de milliers d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation de qualité alors que ce sont des Congolais. Nous en appelons à la solidarité nationale conformément à l'article 66 de notre Constitution qui demande à ce que tout Congolais puisse se dévouer, se donner à l'autre qui est dans les besoins, surtout quand les besoins se présentent. Et donc, les besoins aujourd'hui se présentent pour nos compatriotes. Dans les sites des déplacés, on a besoin d'un effort populaire, d'un effort national. Pas seulement les ONG internationales, mais d'abord les ONG congolaises, les gouvernements congolais qui doivent être responsables de leur sécurité humaine et alimentaire, et même sanitaire. Alors, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, madame. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise sécuritaire en province du Nord Kivu. Il y a eu beaucoup de personnes déplacées. Parmi les grandes victimes de cette guerre d'agression, ce sont des femmes et les enfants. Vous êtes actrice politique aujourd'hui, vous avez peut-être un projet politique ou une vision, mais quelle est la part que vous avez accordée aux femmes et aux enfants dans votre lutte politique? Nous devons noter que les femmes et les filles sont plus de la moitié de la population congolaise, soit 51% de la population. Donc, nous constituons une forte démographie. Et pendant longtemps, nous étions en dehors du système politique parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes à 12%, au niveau du Sénat, 21%, au niveau du gouvernement, 28%. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore atteint même les 30%
pour des représentations dans les instances décisionnelles. Cela constitue un frein au développement et même à la paix. Aujourd'hui, on se demande pourquoi la paix ne revient pas. C'est parce que les femmes et les filles ne sont pas impliquées alors qu'elles sont majoritaires. Elles ont des idées, elles ont l'intelligence, la force et le patriotisme, parce qu'il suffit d'être patriote pour servir sa nation, pour se donner. Et donc, nous appelons à toutes les femmes, à toutes les filles, de faire confiance aux femmes qui sont candidates aux élections à tous les niveaux pour pouvoir inverser la tendance et donner plus de chances aux femmes et voir la gouvernance féminine, comment elle peut ramener les progrès et les développements que nous attendons, que nous chérissons depuis plusieurs années, que la RDC existe. Avant d'aller ailleurs, Madame Faïda, le cas de Goma, votre fief, est quand même un peu délicat. Si on prenait les statistiques de l'élection législative de 2018, je ne pense pas qu'il y a eu une seule femme élue dans la ville de Goma à la députation provinciale, tout comme à la députation nationale. Selon vous, quel est le problème si nous savons que parmi les électeurs, il y a plusieurs femmes, plusieurs jeunes filles, mais aussi si nous savons que vous avez les capacités, pour preuve, ceux qui nous suivent peuvent déjà juger le niveau de discernement, d'analyse de notre intervenante, de notre invitée, mais pourquoi d'abord les femmes elles-mêmes n'arrivent pas à faire confiance aux femmes? Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'à ce niveau, moi je ne comprends pas comment une grande circonscription comme la ville de Goma n'a pas pu sortir même une seule députée nationale ou provinciale. Qu'est-ce qui bloque selon vous, Madame Faïda? Ou alors, comment vous êtes en train de travailler dans la mobilisation des femmes, dans la prise de conscience pour que les femmes comprennent qu'elles peuvent aussi envoyer des candidats qui vont défendre la cause de l'intérêt général, la cause de la femme, de l'enfant, de tout le monde en fait? Ouais, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Cependant, on note que dans les territoires de Nyiragongo et dans les territoires de Walikale, on enregistre toujours plus de 50% de représentativité des femmes après les élections. Ouais. Donc, ce n'est pas à dire que ces phénomènes est vécu partout en RDC, parce que déjà au Nord Kivu, on a des exemples qui sont patents, qui sont éloquents, que nous pouvons, nous, en tant que ville de Goma, imiter. Donc, à Walikale, sur les 2 sièges, on a vu 2 femmes être élues au niveau provincial et au niveau national, 50% de femmes représentées, à Nyiragongo également. Donc Goma peut faire la même chose si elle se décide. Et nous passons par l'éducation de la population. Parce que nous savons qu'il y a plusieurs barrières culturelles qui freinent la population de faire confiance aux femmes. La population ou les électeurs pensent que les femmes sont incapables de pouvoir se lancer en politique, alors qu'aujourd'hui, dans tous les domaines, les femmes ont démontré leur capacité. Et nous lançons un appel aux électeurs, hommes et femmes, pas uniquement les femmes, parce que ceux qui votent, ce sont les hommes et les femmes, de faire confiance aux candidatures des femmes. Nous avons lancé beaucoup d'actions de plaidoyer pour que la loi électorale soit positive, soit sensible au genre. Cependant, on ne l'a pas obtenu parce que dans d'autres pays qui comprennent que les barrières culturelles freinent l'épanouissement politique des femmes, ils ont pris des mesures, c'est-à-dire adopter un système de quotas réservé aux femmes. Et dans ces pays, on a noté une parité exemplaire. Mais nous, on lance encore les femmes dans la même compétition que les hommes, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir beaucoup de ressources, fournir beaucoup d'efforts pour convaincre les électeurs qui sont peut-être conservateurs, qui ne font pas confiance aux capacités des femmes. Et là, ça devient très difficile sur le terrain. Mais les femmes candidates, elles sont nombreuses. Nous avons enregistré près de 23% des candidatures féminines au niveau national, plus de 27% au niveau provincial. Donc déjà, les candidates sont là. C'est aux électeurs de faire confiance. Et moi, je viens d'un regroupement qui a fait confiance aux femmes et je suis alignée au niveau national. Il y a celles qui sont alignées au provincial et même au niveau municipal. Et les regroupements politiques CODE et partis politiques adhèrent, encouragent et soutiennent les militants et même d'autres électeurs à voter pour les candidates alignées. Voilà, merci. Je vais terminer par une petite question parce que c'est une opportunité quand vous êtes là, madame. Vous préparez déjà à peut-être des messages d'harcèlement, des menaces, parce que déjà, on n'a pas encore débuté la campagne, mais il y a des messages d'intoxication, il y a des acteurs politiques qui se moquent des femmes soignées par le docteur Denis Mukwege à l'hôpital de Panzi. J'ai suivi des discours de haine dans les réseaux sociaux. Le genre là dont vous parlez, aujourd'hui, il est peut-être compris sous une autre forme, mais je ne comprends pas pourquoi tous ces messages de haine et d'intoxication. Quel est le message que vous avez lancé à la communauté congolaise aujourd'hui, surtout des jeunes qui sont tout le temps en ligne, qui font face à ce genre de messages? Vous, comme femme activiste depuis
2 années, avec tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez comme expérience, comme bagage aujourd'hui, même dans la politique, parce que vous n'êtes pas à votre première expérience, quel est le message que vous avez à lancer d'abord à tous les jeunes Congolais, à la communauté congolaise, mais aussi aux femmes qui vont faire face à ces blocages-là, à tout ce que vous avez appelé barrières culturelles aujourd'hui? Moi, j'ai ajouté des messages de haine, des intoxications. Quel est le message que vous avez, vous, comme une actrice politique qui avait déjà une expérience? Bon, je vais recommander aux femmes et même aux hommes de changer des paradigmes parce que notre pays est en train d'avancer. Et donc, tout texte sorti d'un contexte est un prétexte. Ceux qui pensent que le concept genre est un concept... des Occidentaux qui viennent... Oui, ou un concept... ils sont en train de donner des préjugés ou des analyses qui vont en dehors vraiment du fond du message. Les genres, c'est une construction sociale. C'est-à-dire que dans certains pays, il y a des endroits où les femmes sont impératrices, elles sont reines, elles sont gouvernantes, elles sont présidentes. Et on a même vu, pour le cas de l'Allemagne, quand c'était la chancelière Angela Merkel qui était au pouvoir, comment les succès étaient enregistrés à tous les niveaux, donc au niveau de l'Europe. Mais pour nous, nous sommes encore ancrés dans les mentalités. Et là, moi, je l'ai dit, c'est suite à la colonisation. Avant la colonisation, en Afrique, on faisait confiance aux femmes, sans problème. On a enregistré au Bénin des Amazones. C'était des guerrières qui allaient faire des batailles et ramener des victoires. Là, on ne se demandait pas si ce sont des femmes. On ne se demandait pas est-ce qu'elles ont des enfants, elles ont des époux, à quel moment elles vont s'occuper de leur ménage. Non, c'était l'intérêt de la nation. Et là, c'était avant la colonisation. Mais après la colonisation, on a changé notre mentalité. Et là, on a perdu même notre âme, parce qu'on dit un peuple sans culture est un peuple sans âme. Et donc, on a perdu notre âme avec la colonisation. C'est parmi les conséquences néfastes de la colonisation que nous condamnons, parce qu'on a changé notre façon de penser, notre schème de penser. Et on doit revenir à nos valeurs, parce qu'en Afrique, la femme avait sa place. Elle ne négociait pas sa place. Donc, chaque vocation qu'elle voulait, elle le faisait normalement. Et donc, aujourd'hui, ceux qui pensent que les femmes qui occupent les postes politiques ou qui prennent la place dans les instances publiques, ces femmes sont... En quelque sorte, elles sortent de l'ordinaire. Ces personnes se trompent parce qu'elles ne connaissent pas notre vraie histoire. C'est même l'Afrique qui a donné l'exemple à d'autres continents de pouvoir faire confiance à l'être féminin. Donc, ne cédez pas aux tentations de manipulation, des discours de haine. Restez ferme si vous êtes candidate. En tant qu'électeur, donnez un bon message. L'élection, c'est un moment d'apprentissage, c'est un moment de cohésion, de communion. Ça doit être une fête patriotique où on désigne des nouveaux dirigeants qui vont nous donner durant les 5 ans un espoir, une meilleure vie et une qualité de vie acceptable. Donc, c'est le moment de pouvoir se souder les efforts, identifier les bons candidats, les accompagner, ne pas attendre que ce soit eux qui viennent vous donner l'argent, qui vous donnent des képis, mais c'est à vous de vous impliquer pour que les bons candidats soient élus et que notre nation soit dirigée de manière digne et acceptable. Voilà, merci beaucoup énormément à vous, Madame Chantal Faïda. Je rappelle que vous êtes candidate à l'élection nationale dans la ville de Goma. Toutes les bonnes chances à vous. Merci beaucoup, Monsieur Jospin. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. C'était un réel honneur. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était un plaisir de partager avec Madame Chantal Faïda. Vous avez des points de vue, laissez-nous les en commentaire. Nous aurons le temps de les exploiter. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à Afro Info 43. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activez la cloche des notifications et vous serez la première personne à recevoir toutes les informations publiées sur Afro Info 243. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.